bonjour à toutes et à tous. Nous sommes avec Capucine très heureuse de vous retrouver de plus en plus nombreux. En tout cas, il y avait de plus en plus d'inscrits sur cette session encore. Et ça nous fait du bien parce qu'on se dit que du coup, ce sont des sujets et c'est un sujet qui concerne tout le monde et pour lequel on a tous besoin d'être inspirés, accompagnés, d'avoir des outils et de trouver des tips. Donc cette masterclass ou ce rendez-vous qu'on pourrait appeler aussi le rendez-vous du Leader for Change, et puis d'avoir un petit peu plus d'outils et de co-animation pour avancer contre ces vents contraires dans cette période quand même bien turbulente dans laquelle on est tous convaincus qu'il faut avancer sur de nouveaux modèles, qu'il faut arriver à transformer notre économie pour être de plus en plus résilient et qu'il y a encore une voie qui est ouverte et qui est certainement une voie très heureuse, effectivement. Donc vous avez Capucine qui est là, que vous connaissez déjà bien, Capucine qui est donc ancienne directrice RSE des Échos, LVMH Polytechnique et qui est membre du CA du C3D. Et donc moi-même, directrice RSE, Hélène Guillet, directrice RSE et qualité chez Maison du Monde. Voilà. Les Échos appartiennent à LVMH. Je n'étais pas directrice RSE de LVMH. Je le dis juste si Hélène nous écoute, valade. Je referme la parenthèse. Merci. Oh, qu'Hélène soit là. Écoute, il va falloir qu'elle nous rejoigne au C3D, Hélène. Valade. On y travaille. Ok. Pardon, excuse-moi Hélène, je t'ai coupé. Non, je t'en prie, pas de problème, c'est l'enjeu. Et du coup, l'objectif, c'est qu'à travers toutes ces conversations, on arrive à travers nos rencontres aussi de toutes ces personnalités qui sont fortes, engagées, inspirantes. Ça te met un petit peu de pression, Mine. Fortes, engagées et inspirantes, ça on le sait, moi en tout cas, j'en suis convaincue aujourd'hui. Ce rendez-vous est là pour vous donner quelques clés, pour vous donner quelques outils, pour avoir des tips concrets et aussi vous permettre peut-être d'échanger sur les doutes, les questions, les éléments que vous pourriez vous avoir besoin. À ce sujet-là, j'en profite. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des sujets particuliers que vous souhaiteriez aborder parce qu'on construit au fil de l'eau avec Capucine tout ce programme et c'est intéressant d'être sûr qu'on réponde bien à vos besoins et de pouvoir avoir aussi vos retours s'il y a nécessité d'un sujet très particulier, d'une intervention sur un thème ou de quelqu'un qui vous paraîtrait important et intéressant. Surtout, n'hésitez pas. Plus on sera nombreux à la nourrir, mieux ce sera et mieux elle répondra à vos besoins. Donc, on est preneuse et on sera à l'écoute de tout ça sans aucun problème. Et c'est dans ce cadre-là aujourd'hui qu'on accueille du coup Min Tran Kim. Je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais bientôt oui. Et donc Min aujourd'hui, lui, est co-associé du cabinet Hatch. Je vais vous le présenter très très brièvement, mais je le laisserai surtout lui bien se présenter parce qu'il parle bien mieux de lui que moi je ne sais le faire. Et il en parle très simplement et avec beaucoup de pragmatisme. Et vous verrez, c'est ce qui va driver aujourd'hui tout le discours et tous les échanges que nous allons avoir. Et le sujet sur lequel aujourd'hui Min va intervenir, c'est effectivement comment on peut embarquer nos CODIR et nos COMEX dans cette mission qu'on porte tous de vouloir et d'avoir la nécessité de transformer nos modèles d'affaires. Et finalement, tout ça, c'est un sujet de gouvernance très fort. Donc, comment on embarque bien la gouvernance? Quelles sont les clés et les outils pour arriver dans ce monde où l'économie et le CA et les bits drivent tout? Et ben, comment on arrive à faire en sorte que justement le sujet de la stratégie RSE soit très connecté à ça et accompagne et embarque aussi nos dirigeants. Alors du coup, Min aujourd'hui est co-associé chez Hatch, comme je vous l'ai dit. Hatch, il va vous le présenter très très brièvement, mais il vous expliquera quand même parce que c'est pas par hasard si on avait la volonté de faire intervenir Min, c'est qu'Hatch a une particularité un peu d'être le pure player de la RSE depuis 16 ans. Et Min est arrivé un petit peu, lui, il se dirait un petit peu le repenti qui a croisé le chemin au moment de la RSE, il vous racontera comment et pourquoi, mais il y est arrivé après quand même 20 ans de vie et 20 ans de parcours professionnel dans, on pourrait appeler ça la force obscure du business, donc en ayant occupé des fonctions de direction générale, de marketing, très orienté grande conso, et du coup, c'est intéressant de comprendre déjà qu'est-ce qui l'a fait basculer, pourquoi il est arrivé là, et du coup, en quoi ce parcours professionnel très business l'aide aujourd'hui à faire justement basculer les systèmes et surtout embarquer les CODIR, les COMEX et la gouvernance. Parce que finalement, c'est ça qui était intéressant là, c'est de voir que quand on a été très orienté business, très orienté finance, très orienté stratégie d'entreprise, du coup, on a des clés qui nous permettent aussi d'orienter justement, parce que c'est du business, parce que c'est de la stratégie d'entreprise, d'orienter ces modèles vers les modèles dans lesquels il y aura de la résilience et on arrivera à avoir un futur désirable. Je vais te laisser du coup te présenter un petit peu plus parce que tu le fais bien mieux que moi. Parler un petit peu plus de toi, de savoir qui tu es, d'où tu viens, quelles ont été tes expériences, et puis qui tu es personnellement. Et on va avoir une première partie qui va être très orientée sur des clés un peu plus techniques quelque part, tout en restant soft, simple et pragmatique parce que c'est bien le discours. Et puis un petit peu après, qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui t'aide à respirer, qu'est-ce qui te permet de prendre un peu de souffle. Ça marche, à toi, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous.
Donc, comme tu disais, moi, je m'appelle Mine. Donc, j'ai rejoint le cabinet Hatch il y a 7 ans. Ça fait 7 ans que j'ai moi-même pivoté. On aime à se raconter avec mon associé. C'est la rencontre du repenti. C'est moi le repenti. Avec l'engagé de toujours qui est Alexis. Donc Alexis Krisev, qui lui, en sortant d'école en 2001, a co-créé, co-dirigé la marque Alter Eco, que vous retrouvez encore aujourd'hui dans les supermarchés. Hein. C'est une des toutes premières marques de commerce équitable. Et il faut se mettre il y a 24 ans en arrière. Donc ils étaient quand même assez pionniers à l'époque. Donc voilà. Donc lui, c'est l'engagé de toujours. Moi, je suis le repenti. Donc comme le disait Hélène, moi j'ai passé 20 ans. Trajectoire un peu classique de école de commerce et tout et tout. J'ai passé 20 ans en grande conso, dont 15 chez L'Oréal. Et mes 3 derniers jobs, c'était directeur marketing international pour la marque Garnier. Vous savez, Garnier, c'est ultra doux, ambre solaire, ces trucs-là. Je couvrais l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Inde et le Pacifique, donc Australie, Nouvelle-Zélande. Donc, je ne vous raconte pas le carbone que j'ai grillé. J'étais Platinum+++, donc à l'époque, je m'en foutais complètement. Mais ça a changé depuis. Je pense que ça va faire 8 ans que je n'ai pas pris l'avion. J'ai été ensuite DG dans la filiale vietnamienne. Je suis vietnamien d'origine, né à Paris. Non. Si, ça se voit. Et puis après, j'étais DG plus de 5 ans au sein de la division pharmacie de L'Oréal France. Donc, j'étais membre du COMEX France de cette division. Les produits pharmacie de L'Oréal, c'est La Roche-Posay, Vichy, Roger Gallet, SkinCeuticals, etc. Donc, j'étais un des 3 DG de cette division en France. Voilà. Et puis, au bout de 15 ans de bons et loyaux services, je commence à en avoir marre. Ils en ont eu marre que j'en ai marre. Et donc, j'ai vu la lumière. Je voulais m'engager plus. Et donc, je suis parti. Et j'ai croisé la route d'Alexis, qui lui... alors, donc, pour la petite histoire, pour aller jusqu'au bout de la petite histoire, j'ai fait un petit MOOC dans ma transformation qui s'appelait Devenir entrepreneur du changement. C'est un MOOC d'HEC. Moi, à l'époque, je ne connaissais pas grand-chose. Hein. Dans ce MOOC, il disait réfléchissez à un business model à impact. Et une fois que vous avez fait ça, que vous avez fait votre business Canva, allez le pitcher auprès des gens de la profession pour avoir un retour, etc. Et alors, je ne sais plus comment, je suis tombé sur Alexis sur LinkedIn. Et quand je l'ai approché, il m'a dit oui, rencontre-nous. Et quand on s'est rencontrés à ProDurable, c'était en 2018, il m'a dit mais tu viens pour l'annonce? Je fais ah non, quelle annonce? Et je lui dis non, comme je te l'ai écrit sur LinkedIn, je voulais juste pitcher mon idée. Il me dit ah bon, parce que moi je cherche un DG. Donc du coup, l'histoire a commencé comme ça et je me suis dit tiens, effectivement, dans le pas de côté, j'avais pas du tout imaginé que je pourrais être consultant. Mais en fait, je me suis lancé sur 2 missions que j'ai fait gratuitement pour Hatch en disant je suis toujours payé par le chômage et je tente pour voir si la posture me va, si les missions ça me plaît. Faire, en fait, quelqu'un a son micro? Oui. Et donc je me suis lancé, Merci. Ça m'a plu et donc du coup après j'ai signé et j'ai empilé quoi. Voilà, donc ça c'est pour puis donc maintenant ça fait 7 ans que j'œuvre et j'essaye d'accompagner tout type d'organisation sur les problématiques RSE/ESG quoi. D'un point de vue perso, moi j'ai 52 ans, j'ai 2 enfants qui ont 13 et 11. Je vis dans un petit village qui s'appelle La Traîne, qui est à 10 km au sud de Bordeaux. Je suis dans le vert, là en face de moi, quand je regarde par la fenêtre, je vois la forêt. J'entends les chouettes qui ululent le soir, ça fait partie des choses qui me ressourcent quand je rentre de Paris. J'ai mes poules, mais j'en suis à ma 18e poule, toutes les autres se sont fait manger par le renard. Je ne sais pas si c'est le même renard, mais en tout cas, j'œuvre activement pour la biodiversité de la forêt qui est à côté de moi, de chez moi. J'ai un potager en permaculture, j'ai un diplôme de permaculture. Donc j'ai en ce moment, là, quand je regarde par ma fenêtre, 60 plants de tomates de semences anciennes qui sont en train de pousser et un rangée de framboisiers pour le plus grand plaisir de mes enfants. Donc ça, c'est sympa. Donc voilà. Et ça nourrit, ça inspire, ça nourrit. On en parlait un petit peu avec Mine, ouais. Oui, c'est pour ça que je suis très bronzé. C'est parce que j'ai en fait, souvent en tant qu'ancien bobo parisien, souvent quand on fait des stages en permaculture, on vous critique parce que vous dites les bottes, vous les mettez une fois par an. Bon, moi, je les mets quasiment tous les jours parce que je vais soit chercher mes œufs, soit ramasser quelques framboises, etc. Mais j'avoue que ce sont un peu les œufs les plus chers de la Terre, hein, puisque à chaque fois, il y a les prix des poules, les prix de tout ça qui va derrière. Enfin bref.
Pour vous présenter Hatch en 3 slides et pas plus, c'est juste la petite minute commerciale de base. J'avais juste 3 slides, mais ça va aller très 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 vite. Je vous rassure qu'on passe ensuite sur le cœur de notre sujet juste après. Donc Hatch, ça s'écrit comme ça. Soyez pas étonnés si vous voyez des coquilles d'œufs, justement, on est dans le thème de la poule, parce que hatch en anglais, ça veut dire éclore, donc il y a un seul A. To hatch for an egg, éclore pour un œuf. Donc c'est pour ça qu'on a filé la métaphore jusqu'au bout chez nous. Quand vous venez à nos bureaux, vous venez au poulailler. Quand on a une réunion d'équipe, c'est une réunion basse-cour, et quand on va dans notre salle de réunion où il fait bien trop chaud, c'est la réunion cocotte minute, c'est la salle cocotte minute. Donc on va jusqu'au bout, et nous on est des poussins. Alexis, c'est le coq fondateur. Bref. Donc Alexis, voilà sa bouille. Je vous ai déjà tout raconté. On est un pure player, on fait que ça, on n'a pas d'autres practices. Ça fait 16 ans qu'on fait ça. On est sur tout type d'activité, tout type de secteur et toute taille d'entreprise, on va le voir juste après. Bon, évidemment, on essaye d'être droit dans nos bottes, donc on est B Corp, société à mission, EcoVadis Gold, et puis on est sympa. Ça, c'est vraiment hyper important. C'est que quand vous êtes accompagné par un consultant, en fait, c'est déjà dur à la maison, et donc si en plus le rendez-vous avec le consultant, c'est chiant, ben, vous allez vous tirer une balle. Donc nous, on essaie d'être en plus hyper sympa, hyper pro, mais hyper sympa. Mes 2 autres derniers slides pour aller là-dedans, donc juste toute taille d'entreprise, ça c'est quelques références qu'on a, de petit, très petit à très très gros. Notre grande fierté, c'était par exemple d'avoir accompagné Yuka dans leur certification B Corp. Ça, c'était très sympa. Et puis, bon, vous voyez, il y a pléthore de groupes de toute taille, avec des références de tout secteur. Donc, tout secteur, on touche vraiment à tout. On adore toucher à tout, parce que justement, en fait, il y a de la cross-fertilisation qui peut se faire à tous les niveaux. Donc ça, c'est vraiment très, très sympa. Donc, voilà pour la petite histoire. Et juste dernier point, notre champ d'action, c'est tous les sujets RSE. Et sur le dernier sujet qui nous a beaucoup occupé, tous ceux dans quoi nous sommes, c'était la CSRD. Et évidemment, on a accompagné plus d'une 40aine d'entreprises sur la CSRD. Donc voilà, je m'arrêterai là pour la minute pub et on va passer à la suite. Et dans les questions qu'on a échangé un petit peu avec Mine pour pouvoir préparer aujourd'hui cette session, il y avait déjà alors, un petit point et que vous allez forcément noter, ça change un tout petit peu des interventions qu'on a eues au préalable. On a des interventions très inspirantes et qui nous ont tous fait du bien sur comment effectivement je m'inspire de ces leaders sur des aspects qui soient développement d'un nouveau modèle économique comme Benoît Leménian. Il y avait aussi Lucie Bache. Et puis on a eu Mathieu, et vous verrez d'ailleurs, Mine connaît Mathieu et l'a rencontré, avec effectivement comment effectivement je retrouve une étoile, j'avance et je reprends un petit peu d'oxygène. Et là, aujourd'hui, on va être plutôt comment j'accompagne le business, comment j'accompagne l'entreprise. Et la première question qu'on a un petit peu partagée avec Mine, c'est comment tu peux nous donner un petit peu tes tips, tes clés pour accompagner les entreprises, aider les directions RSE et développement durable à faire pivoter leurs dirigeants. Tu as bien utilisé le terme tout à l'heure, pivoter, parce que c'est vraiment ça le sujet. Comment on fait en sorte que ça devienne stratégique et ça fasse partie de la stratégie d'entreprise, et on passe de la compliance à la stratégie, et on parle plus de RSE en fait, on parle de modèle d'affaires au global. Ouais, c'est exactement ça. Alors ouais, en préambule, vous avez rencontré, échangé avec ces étoiles qui m'ont également inspiré. Pour la petite histoire, et Mathieu, effectivement, c'est lui qui a créé ce MOOC Devenir entrepreneur du changement. Donc, je discutais avec lui il y a 3 semaines et je lui ai dit, mais tu sais que ce MOOC, je l'ai suivi et aujourd'hui, j'en suis là. Et c'est notamment grâce à toi. Donc, il avait la grande banane. Vous voyez, Mathieu, c'est quelqu'un qui a une aura incroyable, positive, enfin, c'est la bienveillance même. Et il me disait, mais ça me fait tellement plaisir ce que tu me dis, parce que effectivement, ça fait partie de l'impact que lui, il a créé. Et donc, je suis très, très fier d'avoir fait partie de ceux qu'il a pu impacter. Moi, ce qui m'a fait transitionner en tant qu'ancien dirigeant dans une grosse boîte, en fait, c'est le questionnement qu'on se pose forcément. Alors, moi, j'ai un peu tout cumulé. Je suis un peu la caricature du bobo parisien qui s'y met sur le tard. Donc, j'ai eu mes enfants, j'avais 39 ans, mais donc dans la foulée, je pense, entre la crise de la quarantaine, marre de vendre des crèmes et des shampoings, et mes enfants, qu'est-ce que je leur donne à manger? Du bio, et puis forcément, pourquoi le bio? Et puis on s'intéresse au truc. Donc la paternalité m'a vachement poussé là-dedans. Et puis je me suis inscrit et j'ai vu le film Demain. Alors c'est vraiment la caricature, hein, je suis désolé, hein, mais moi ça m'a vachement interpellé, qui venait de mon monde.
business, à prendre l'avion business, à comparer quelle était la meilleure business entre Emirates ou Air France. Voilà, enfin, des sujets complètement futiles. En tout cas, voilà, ça m'a remis un peu les idées en place et vous mettez tout ça dans le shaker et ça a fait que j'ai voulu tourner la page et faire autre chose et être fier de raconter ce que je faisais au quotidien à mes enfants et de me retrouver un peu plus aligné. Donc, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Quand je regarde ça dans le rétroviseur, je me dis, ben, est-ce que j'arrive à faire ça avec les DG, CEO que je rencontre? Après 7 ans d'accompagnement, ce dont je me rends compte, c'est qu'au début, j'étais vachement dans le côté un peu vindicatif de ouais, on va dans le mur, c'est la fin du monde, etc. Et plus ça allait, plus je me rendais compte, n'oublie pas d'où tu viens et n'oublie pas que ce qu'ils sont en train de vivre. Et un CEO, un DG, alors je mets ça au masculin, mais encore une fois, une, hein, sinon ça va rallonger vachement. Donc, la dernière fois, on m'a challengé en disant: «Est-ce que tu mettais tout au féminin, tu y arriverais?» Je pense que je peux y arriver, mais ça va me prendre plus de temps. Donc si ça ne m'empêche pas, à chaque fois que je dis un CEO, j'entends la fonction, et c'est pas forcément masculin-féminin. Donc en tout cas, la direction, en fait, c'est quoi leur vécu? Qu'est-ce qu'il y a? Et je pense que vraiment, un dirigeant aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur d'être dirigeant que ça ne l'était il y a 10 ans. Il n'y a qu'à regarder dans le rétroviseur, hein, Covid, inflation, guerre, télétravail, Trump, enfin, c'est polycrise, permacrise, on utilise tous les mots crise que vous voulez, mais c'est juste infernal. Et en plus, ce sont des injonctions contradictoires permanentes, donc profit versus protection de l'environnement, donc court terme versus moyen terme, bad ligne versus enfin, voilà, investissement long terme, etc., etc. Donc c'est assez compliqué. Donc c'est pas pour leur trouver des excuses, hein, mais c'est juste, c'est compliqué. Et donc nous, on a vachement fait évoluer aussi notre accompagnement. Et puis moi, j'ai vachement évolué là-dessus en disant, bah voilà, avant, on voulait un peu cocher toutes les cases. Et on est allé de plus en plus vers quelque chose de plus très business et très pragmatique. Le côté je coche toutes les cases, pour moi, ça marche que quand vous êtes une boîte du CAC 40, vous avez énormément de moyens. Alors moi, je suis un ex-L'Oréalien, hein, je connais le bas de ligne de L'Oréal. Vous avez énormément de moyens. Donc là, vous pouvez y aller, vous avez toutes les équipes que vous voulez, etc., etc. J'ai eu une discussion avec Joël Tronchon il y a un an, et il me disait, en fait, on a une structure miroir en RSE par rapport au business. Mais qui peut se permettre ça, en fait? C'est génial, hein, mais qui peut se permettre ça? Donc, quand vous êtes sur des PME, des ETI, c'est impossible de cocher toutes les cases, donc il faut cocher les bonnes cases et que ce soit pragmatique et que ça parle à la direction si vous voulez les embarquer. Donc vous allez voir que moi j'ai un langage très business. C'est pas que j'ai retourné ma veste, mais c'est juste que en fait, vous voulez convaincre quelqu'un, il faut parler son langage, il faut comprendre où il en est, c'est quoi ses impératifs. Et donc, je dis toujours à mes équipes, de temps en temps, quand on fait des déjeuners avec des CEO ou et qu'il y a j'ai des jeunes poussins qui sont très radicaux, et je leur dis, je te préviens, tu vas voir un mine qui est très, très, très business. Et c'est normal, c'est parce que je veux faire passer des messages, mais je vais les faire passer sous l'angle du business. Et c'est ça qui va faire tilt, je pense, oui, qui généralement fait tilt dans la tête des personnes que j'ai en face de moi. Donc souvent, par exemple, tu me parlais de méthode, nous, on fait toujours des entretiens d'acculturation au début. Je demande systématiquement à parler au comité de direction. Ça se passe plutôt bien, parce que je suis un ex-DG, donc forcément, il n'y a pas trop de problème de légitimité. Mais dans ces entretiens qui durent une petite heure, on parle 45 minutes, 50 minutes de business, et il y a peut-être 10 minutes à la fin de RSE. Mais en fait, les 50 minutes de business, c'est forcément des sujets qui touchent à la RSE, mais sauf que ça n'en prend pas le vocabulaire. Mais quand on parle, j'ai du mal à recruter, bah, c'est marque employeur. Donc voilà, nous tous, autant qu'on est, on connaît, on sait faire ces passerelles-là, mais parlons business d'abord. Et puis nous, on y mettra nos mots après. On les rentrera dans les bonnes cases des ESRS et des subtopics après. Mais pour l'instant, parlons business, quoi. Donc, et puis à travers ces entretiens, nous, en tant que cabinet de conseil, on veut montrer qu'on n'est pas hors sol, qu'on parle business, et on veut le montrer dès le début. Et puis, en termes de posture, souvent, ce dont on se rend compte, c'est que quand on intervient, il y a déjà eu plein de choses qui ont été faites sur des ateliers, des fresques du climat, des fresques en veux-tu en voilà, un atelier d'automne, etc. On a revu la théorie du donut. Donc ça, c'est très bien, évidemment, j'ai absolument rien contre, ou bien au contraire. La seule chose que je challenge là-dedans, c'est que, en fait, quand on fait ça, on essaye d'amener la direction vers nous, c'est-à-dire, tiens, prends conscience d'eux. Et est-ce que nous, on fait suffisamment nous, on comprend ce que toi, tu vis? Et c'est la question souvent que je challenge. Et moi, je commence toujours mes accompagnements par 3 heures avec la direction RSE, et je bombarde la question,
interlocuteurs, mes clients, hein, finalement, vous, avec des questions très business. Mais en fait, c'est un impératif. Et ça commence un peu par là. Donc, les questions, c'est, déjà, est-ce que votre DG a dans son management package des critères RSE dans son management package? Il est sous LBO, il y a quoi dans le management package? Donc moi, quand j'ai un DG en face de moi, je lui pose systématiquement la question. Il faut savoir, s'il n'en a pas, fin de l'histoire, qu'est-ce que vous allez lui parler de carbone? Il n'a pas dans son management package. Il va le faire parce que le fonds d'Invest lui demande de le faire, mais ok, c'est un nice to have. Mais du coup, ça vous permet un peu mieux de comprendre ce qu'il y a derrière. Donc, in fine, si je suis très cynique, c'est ce qu'il y a dans son management package qui va le guider. Donc, s'il n'a rien qui est en lien avec la RSE, directement, il faut aller chercher sur ce qui le touche. Donc, je caricature, hein, c'est un peu mais quelque part. Pas tant que ça, finalement. Ouais, pas tant que ça, finalement. En tant que ça arrive quand même pas mal. Moi, quand j'étais DG, mes objectifs, c'est top line, mes SIG. SIG, c'est solde intermédiaire de gestion, donc marge brute, marge OPEX, CAPEX, et puis le bas de ligne, hein, mon profit à la fin. Est-ce que tu as fait progresser tes objectifs? C'était un demi-point de plus. À la limite, tu avais dit tu ferais plus 10, tu fais plus 5, mais est-ce que ton bas de ligne, tu l'as garanti? Fin de l'histoire. Hein. Donc, une fois qu'on a compris ça, en fait, ça change un petit peu, je trouve, la posture. Et le challenge que je nous pose collectivement, et moi je me mets dedans, hein, c'est de se dire, on doit faire la moitié du chemin. Donc on va expliquer, éclairer, faire réfléchir toutes les fresques, les ateliers, prendre de la hauteur sur la théorie du donut, etc. Tout ça, c'est évidemment, éminemment important, mais là je ne vais rien vous apprendre, vous connaissez ça tous par cœur. Là où moi je vais peut-être être très pragmatique et très business, c'est que je vais parler de l'autre côté et d'où je viens. Donc, les conseils pour vous, pour moi, en fait, c'est d'abord bien connaître le business de votre entreprise et savoir parler finance. Et bien connaître le business, c'est pas juste qu'est-ce qu'on vend, etc. C'est vraiment dans le détail. C'est en fait avoir la même vision que votre DG. La force des responsables RSE et des directions RSE, c'est qu'en fait, nous sommes une des rares fonctions qui a une vraie vision 360 degrés de l'entreprise. Ça va des RH aux achats, marketing, puisqu'on parle aux consommateurs, etc., etc. En fait, on a une vraie fonction 360. En fait, les directions RSE, c'est les DG de demain, ou alors ça devrait être les DGA, les DG adjoints. Mais vraiment, hein, parce que en plus d'avoir une vision 360, on a une vision moyen-long terme, en fait. On s'inscrit dans du moyen-long terme, ce qui manque affreusement aux directions aujourd'hui, qui sont noyées dans l'opérationnel et le quotidien. Donc, il faut prendre pleinement cette posture. Et donc, c'est comprendre le business opérationnel immédiat. Mais donc, je vais vous citer 2-3 trucs. Hein. C'est quoi les produits ou les services qui marchent? Qu'est-ce qui fait perdre de l'argent à l'entreprise? C'est quoi les produits à forte marge? Ou les services, hein, bien sûr. Quels sont ceux qui sont dilutifs? Donc, ça veut dire quoi? C'est quels sont ceux qui baissent votre taux de marge brute? Je vais vous prendre un exemple. Et en fait, tout ça, pourquoi? Pour raccrocher vos stratégies RSE avec le business. Donc, je vais prendre un exemple de... Alors, je ne sais pas si dans l'audience, il y a des gens d'Expansience. Grand respect pour Expansience, rien à dire. Hein. Mais vous abandonnez, vous prenez la décision en 2021 de ne plus faire de lingettes. C'est génial. On est tous hyper d'accord. Mais en plus, il y a un impact business qui est vachement bien. Moi qui ai vendu des lingettes bébés aussi chez L'Oréal, enfin des lingettes pour hommes, pardon, pour la marque Menen, je peux vous dire que les lingettes, c'est sous-traité, c'est pas dans votre usine, et c'est vachement dilutif de votre marge brute. Donc, moi, si je veux améliorer mon PNL, je me débarrasse des lingettes, sauf que je prends 6-7 ans pour le faire parce que je vais remplacer par d'autres produits, et je vais compenser le chiffre d'affaires. Je vais améliorer mon taux de marge, donc vachement bien, je vais être bien noté par ma hiérarchie, et en même temps, j'ai un super geste écologique, bien évidemment. Mais vous voyez qu'il y a aussi un truc business et RSE qui se rejoignent, qui convergent, et tant mieux. Mais voilà. Mais je trouve que souvent, on est vachement plus à se dire, bah ouais, les lingettes, c'est dégueulasse, c'est un truc, c'est un one-shot et tu jettes. OK. Mais si vous avez le deuxième argument, alors là, vous avez le double effet qui se coule, et ça marche mieux. Ça marche encore mieux, je pense. Dans ce que tu évoques, Mine, si je peux me permettre de te couper 2 minutes, dans ce que tu évoques, ça sous-entend effectivement
parce que notre sujet, c'est d'arriver à aller déjà les toucher, comment déjà ils nous écoutent un tout petit peu, ils nous sentent légitimes, la direction, un COMEX, un CODIR, nous sont légitimes sur ces sujets. Et ça veut dire qu'il faut déjà, dans un premier quick win, identifier un sujet qui est un sujet gagnant sur tous les angles, et notamment sur l'angle business. Parce oui. que il y a déjà ce premier aspect de comment j'arrive à me faire un peu entendre et écouter et pas juste à côté. Très bien, fais-moi ce qu'il faut là pour que je sois conforme à la CSRD. Ça veut dire quoi conforme à la CSRD? Bah, que j'ai pas de remarques de la part de mes CAC et que tout roule bien. Fais en sorte que je réponde bien à ma CS3D. Puis dis-moi effectivement si j'ai des écoparts à payer, bah, règle le sujet des écoparts. Souvent, on va nous mettre dans ce travers-là. Bah Et oui, il faut qu'on arrive à faire prendre conscience que ça va beaucoup plus loin et que ça touche le modèle d'affaires et que c'est stratégique. Et pour ça, il faut qu'on ait un élément, un quick win qui nous permette déjà de rentrer dedans. Ouais. Alors nous, souvent, quand on approche, enfin, quand on a été sollicité pour aborder la CSRD, en fait, c'était dire, en fait, là, ne vous laissez pas corneriser dans la partie chiante du reporting. La double matérialité, c'est génialissime comme élément de réflexion. En fait, dès lors que vous descendez en dessous de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, il n'y a pas d'équipe risque dans les ETI. Il n'y en a pas. Donc la double mat, c'est une première approche risque qui est génialissime. Mais donc si on l'approche comme ça en disant, en fait, on va mettre le doigt là où ça fait mal, tu veux continuer à faire des business, tu veux juste pas réagir à la dernière seconde sur des éléments de risque que tu vas te prendre dans la figure, faisons une double mat. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est un sujet CODIR. Il faut en faire un sujet CODIR. Et t'inquiète pas, la partie reporting, je m'en charge. Je vais te débarrasser. Mais par contre, ce que je te demande, c'est un truc avec le CODIR où on va parler risque-opportunité. Et en fait, nous, on a forcé nos clients à ce que l'atelier risque-opportunité soit un truc CODIR. C'est obligatoire parce que et le reste, le reporting, on s'en occupe, vous inquiétez pas, on va pas vous emmerder avec ça. À la limite, à la fin, vous validez la DMA, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'on vous embarque sur des réflexions sur risque-opportunité, parce qu'encore une fois, à part des grosses boîtes de plus de 2 milliards d'euros, généralement, en dessous, vous n'avez pas d'équipe dédiée au risque. Ça, c'est un super truc. Donc vous, ça pu être un quick win pour tous ceux qui ont fait des DMA. Si parmi vous, il y en a qui ne l'ont pas encore fait, en tout cas, c'est comme ça, à mon avis, qu'il faut l'amener. Et pareil, toujours dans la compréhension, posez-vous, en fait, moi, mon conseil, c'est ça, c'est posez-vous avec le DAF, vous prenez une matinée avec le DAF, vous descendez le PNL avec lui, et vous lui demandez qu'est-ce qui a évolué dans le PNL, qu'est-ce qui nous met dans le rouge, qu'est-ce qui te met du plus, etc. Et d'avoir une compréhension super fine du PNL. Avec Hélène, on en discutait, vous avez submersion, vous avez des magasins qui sont sous l'eau, ça va où dans le PNL? Ça s'appelle immobilisation corporelle, ça fait baisser la valeur de l'entreprise. Vous en avez une, ça va encore, deux, ça passe encore, vous en avez 15, ça va commencer à faire très mal au PNL. Voilà. Est-ce que demain, vous saurez encore assurer vos magasins? La partie assurance, elle va exploser dans les années à venir. Donc, c'est tous ces trucs-là qu'il faut anticiper. Et là, vous allez parler business, vous allez parler finance, vous allez voir, tout d'un coup, on va vous écouter. Et donc ça c'est vraiment, moi, mon premier conseil, c'est ça, c'est vraiment bien connaître votre business comme un DG, et parce que là, vous allez trouver tous les petits points d'entrée qui vont faire que vos projets, vous allez, entre guillemets, mieux les vendre, et que vous n'allez pas être considéré comme un centre de coût, mais plutôt un centre de profit ou enfin, le retour sur investissement, il va être très fort. Mon deuxième conseil, c'est une fois que vous avez ce langage-là, bah, du coup, twister votre façon de parler. Donc c'est juste des petits trucs, hein. Alors, je vais être un peu... il y en a qui vont se dire, non, mais là, il a retourné sa veste. Mais non, mais c'est le vocabulaire. Moi, je dis pas une démarche d'achat responsable. En fait, moi, en tant que DG, ça me saoule. C'est ouais, achat responsable, c'est loin là-bas, on s'en fout. Non, c'est sécuriser la Puis ressource. c'est hors sol. Ça peut être hors sol, ça peut être perçu hors sol. Ouais, ça peut être perçu comme. Donc, si je suis un DG cynique et tout, ouais, de toute façon, on s'en fout. Rana Plaza, j'ai regardé tous les derniers scandales des Decathlon, machin. Ils ont perdu des ventes? Non. Non, rien. En fait, tout ce qui n'impacte pas en rang 1 les consommateurs, malheureusement, quelque part, s'en foutent. Donc, non, le sujet, c'est plus, OK, tu veux toujours continuer à vendre, sécurise la ressource. OK. Dans la sécurisation de la ressource, bah, on va mettre en place tout ce qu'il faut. Et donc, notamment, toute la partie démarche responsable. Mais le terme démarche responsable, c'est presque du how. Donc, vous, ce que vous voulez, c'est, donc, si je parle business, c'est on sécurise la ressource, on met en place du double sourcing. On ne veut pas forcément relocaliser, enfin oui, on veut relocaliser en Europe, in fine, mais l'objectif final, c'est pas forcément du Made in Europe ou la souveraineté européenne, c'est tu veux sécuriser ton sourcing, tu veux mettre en place, alors dans certaines maisons, je fais des clins d'œil, les personnes se reconnaîtront, on appelle ça du near sourcing, mais en fait c'est quoi? C'est
sécurisation de la ressource, c'est double sourcing. Et puis après, si vous parlez finance, qu'est-ce qui se passe? J'importe quelque chose d'Asie. Je fabrique d'Asie, je mets ça sur un container. Aujourd'hui, les chaînes logistiques sont éminemment perturbées. Je mets 6 à 7 mois. Je paye mes fournisseurs à 60 jours, peut-être. Okay, ex-factory. Donc, en fait, je les ai payés, ma marchandise, elle est sur le bateau. Okay. Le temps que ça arrive dans mon entrepôt, que ça arrive dans mon magasin, que je le vende, il s'est passé peut-être 8 mois, 9 mois. Je le fais en Europe, ok, ça me coûte plus cher. Certainement. Par contre, je l'ai beaucoup plus vite, et peut-être que je suis tellement rapide que je le livre, c'est du camion, ça va super vite en Europe, et peut-être que je l'ai vendu même avant d'avoir payé mon fournisseur. En termes de cash flow, c'est juste pas du tout la même histoire. Donc aujourd'hui, le cash flow, c'est quand même le nerf de la guerre pour beaucoup d'entreprises, et notamment dans des périodes économiques où ça va moyennement bien. Donc, est-ce que le trade-off entre, OK, le prix de revient de mon produit, il est un peu plus cher, mais par contre, j'ai une chaîne logistique vachement plus fluide, sereine, et avec un cash flow qui est vachement plus positif, c'est quand même pas inintéressant, quoi. Et donc ça, au service d'une relocalisation européenne, etc., d'une souveraineté retrouvée potentiellement, et donc en plus un side effect qui est génial, qui est génial. Je confirme que ça fonctionne et que c'est quand on parle cash flow et quand on parle time to market et quand on parle business, en fait, on nous entend beaucoup plus que quand on dit on fait du near sourcing pour la souveraineté européenne. Ça, c'est sûr. Donc, ouais, pour autant, l'histoire client et l'histoire client qui est derrière est aussi intéressante. Et après, comment on sait faire du bon storytelling quand même pour nos clients? Ouais, oui, bien sûr. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais déjà en interne, tu vois, comment on embarque la direction qu'on arrive à convaincre. Je trouve que ça, ce type de posture, ça marche bien. Ça met le doigt là où ça fait du bien, pour le coup, pour le PNL. Et vous arrivez à faire passer vos projets de façon peut-être plus facile. Je vais prendre un autre exemple enfin deux autres exemples pour terminer là-dessus. Vous voulez mettre en place de l'économie circulaire. Bon, tout le monde a envie de ça, évidemment. Et par exemple, Fnac Darty, ils ont mis, tout le monde connaît le modèle de Fnac Darty, ils sont beaucoup sur la réparation. Ils ont mis en place, alors il y a un énorme business case sur Fnac Darty, qui a été un de nos clients, hein, pour le coup. Je ne sais pas si Géraldine était là, mais non, peut-être pas, mais bon, c'est pas grave. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que la circularité, vous avez plusieurs façons de le vendre. C'est, bah oui, la circularité, parce que l'économie linéaire, arrêtons de tout jeter et rentrons là-dedans. Très bien, fine. Ça, c'est très très bien. Et si je vous le vends autrement, c'est de dire, tu sais quoi, j'ai trouvé une offre servicielle qui permet de faire ce qu'on attend, qui est un des premiers indicateurs quand tu es en retail, c'est l'augmentation du trafic en magasin. Quand je m'appelle Fnac Darty, que j'ai un service qui s'appelle Darty Max, et qu'il faut ramener je sais pas, ma machine à café qui est cassée au SAV Darty, je vais où? Je vais en magasin. Et guess what? La prochaine fois que vous irez chez Darty, vous verrez, sur votre chemin, juste avant le SAV, ils ont positionné toutes les offres Renew. C'est toutes les offres de seconde main de Fnac Darty. C'est pas con, hein? Donc voilà. Donc, la première chose que vous attendez quand vous êtes dans le retail, c'est le trafic magasin. Évidemment, vous êtes omnicanal, etc., etc. Mais du coup, vous avez une expérience online, vous déclarez votre truc, hop, de rapporter. Et après, sur votre passage, vous êtes dans le magasin, vous voyez des offres de seconde main, et puis de toute façon, il faut aller les récupérer, donc vous revenez une deuxième fois. Donc, voilà. Bon, c'est un peu, enfin, je vais jusqu'au bout du truc, hein, mais c'est vraiment, voilà, il y a une argumentation un peu business qu'il faut avoir. Pareil, quand vous voulez mettre en place une politique diversité et inclusion, en fait, tout ça, c'est sur votre façon de manager, c'est sur la culture managériale de l'entreprise. Ça ne vous a pas échappé que c'était il y a 3 jours, la population active des pays de l'OCDE est en régression pour la première fois. C'est un point de basculement sur la population active. Ça veut dire que la guerre des talents, elle va être plus que jamais là. Et quand moi j'en parle avec mes clients, généralement, dans 90% des cas, le management, et vous avez l'autre effet, c'est qu'aujourd'hui, dans les comités de direction en France, c'est très français, vous avez une prééminence de personnes qui sont 60 ans et plus. Et donc, du coup, j'ai rien contre les 60 ans et plus, hein, j'ai 52 ans. Donc, mais c'est juste qu'il y a un hiatus.
Combien de fois on a entendu, ouais, les jeunes, ils veulent pas travailler, ils ont leur smartphone greffé sur la main et ils sont pas capables de se lever, ils envoient tout par email, etc., etc. Bon, bah, soit on se dit ça, effectivement, soit on se dit ça, mais bon, demain, il y aura encore besoin de gens dans l'entreprise et l'IA ne fera pas tout. Et on change et on challenge sa façon de manager, soit on essaye d'avoir un management un peu plus inclusif, et ça commence par ça, notamment, par arrêter d'avoir ce type de discours. Donc c'est peut-être une autre façon aussi de poser le débat, que juste de dire oui, il faut qu'on ait une politique D&I, parce que c'est bien d'avoir un truc D&I. Non, non, en fait, d'un point de vue purement business, c'est un impératif aujourd'hui à mettre en place. Bon, ouais, je force un peu le trait, hein, vous voyez, mais c'est pour vous, pour essayer voilà, de mettre le doigt sur ces éléments-là. Et puis, une fois que vous avez tout ça en place, souvent le challenge auquel on est confronté, c'est oh là là, en fait, on n'a pas d'argent et ça se rajoute et on n'a pas la bande passante. Et en plus, tu vois, le business va mal, donc on est plutôt en train de réduire le nombre de gens plutôt que faire ça. Donc nous, il y a un vrai sujet d'arbitrage. Mais bon, déjà, si vous avez eu ce bon discours et que vous mettez en face des valeurs, donc idéalement de factualiser, de dire bah oui, mais tout ça, en fait, c'est des gains potentiels. Donc on parlait tout à l'heure du near sourcing et de ce que ça pouvait apporter en termes de cash. Est-ce que ça vaut pas la peine que les équipes logistique, transport et finance aient un projet là-dessus plutôt qu'autre chose? Parce que là, il y a quand même un ROI qui est super fort. Donc, en termes d'arbitrage de projet, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Donc, est-ce qu'il ne faut pas qu'on réarbitre un peu l'ensemble des projets de l'entreprise et de prendre ça en compte? Donc ça, c'est un vrai élément. Et j'ai trouvé, nous, qu'à chaque fois qu'on avait ce type de posture et d'argument, en fait, on en faisait un sujet vraiment codir. Et du coup, il n'y a plus de problème de budget. Enfin, il y a moins de problème de budget. En fait, souvent, vous êtes avec vos En tout cas, budgets. ça peut passer prioritaire. Bah oui. En tout cas, ça peut passer prioritaire et on peut avoir au moins un projet. Bah oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment Et où on prend ce sujet-là, c'est plus un sujet RSE, c'est un sujet logistique, transport, finance, c'est hyper important. Donc voilà, on y va quoi. Parce que voilà. clairement. Et quelles sont les clés pour toi de la transformation d'un modèle pour arriver à l'adapter justement aux enjeux d'aujourd'hui et de demain? Et est-ce que tu aurais quelques exemples un petit peu concrets dans lesquels tu as réussi à accompagner cette transformation-là et à les faire basculer parce que ça s'est passé, ils ont bien compris que tout ça était lié à la finance et que tout ça était lié à leurs enjeux? Ouais, alors dans tout le flow là, vous voyez que c'est en fait ça s'enchaîne assez bien. C'est vous connaissez le business par cœur, en tout cas vous voyez dans le PNL où est-ce que ça se passe. Vous êtes posé avec le DAF, super allié. Vous avez repéré, vous avez changé votre discours, donc du coup, ça passe tout de suite mieux. Ensuite, quand vous présentez ça au CODIR, du coup, c'est un sujet CODIR, c'est pas la RSE, le truc d'à côté du business, quoi. Souvent, c'est ça, hein, le RSE, le truc, là, tu m'emmerdes avec ton truc. Non, non. La RSE, c'est un sujet CODIR, mais votre façon de l'amener, du coup, prend en compte tout ce que je viens de développer. Pour après prendre en compte ce qui se passe, souvent, quand on en est là, le comité de direction a quand même un peu phosphoré, se dit, tous les sujets que tu apportes, ils sont quand même éminemment liés à notre modèle d'affaires. Donc, à partir du moment où ils disent ça, vous avez gagné. En fait, il faut le rapprocher au modèle d'affaires et dire, dans ton modèle d'affaires, si tu veux assurer la pérennité de ton modèle d'affaires, il faut s'attaquer à ces sujets-là. Donc, pour moi, évidemment, tout ce qui est double mat, c'est une super occasion. Et la CSRD, pour ça, c'est un acte manqué, c'est un acte raté, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, la double mat, si vous ne l'avez pas faite, il faut la faire, mais il faut la faire comme ça, dans le sens très risque qui touche au modèle d'affaires. Si vous l'avez déjà faite, vous avez une deuxième pépite qui est planquée dans les ESRS qu'il faut absolument leverager. C'est dans le CRS E1 principalement, c'est tout ce qui est lié à la transition. Et dans la transition, vous avez caché le plan d'adaptation. Dans le plan d'adaptation, qui est très orienté climat, qui est trop orienté climat, il faut le reprendre et prendre de la hauteur en disant comment on s'adapte au monde qui change. Et donc, vous faites un truc climat, mais vous ne faites pas que le climat. Et donc, vous prenez de la hauteur, vous dites qu'est-ce. Et donc, en fait, c'est un peu une matérialité financière, plus. La matérialité financière, on ne va pas très loin, on fait en horizon 3-5 ans, peut-être 10 max. Mais là, l'idée, c'est de pousser encore plus loin.
et de prendre en jeu vraiment tous les ESRS quelque part, quoi. Donc nous, on a monté toute une méthode là-dessus, hein, on a fait 2 trucs. On a pris tous les éléments du WEF. Donc le WEF, c'est le World Economic Forum, vous connaissez. Et en fait, le World Economic Forum projette c'est les gros risques qui pèsent sur l'économie mondiale à horizon de 10 ans. Et en fait, quand vous regardez ça, vous voyez un peu tout ce qui se passe. Et ils ont fait 5 grandes segmentations qui permettent de catégoriser un peu les grands événements qui peuvent arriver. Donc c'est géopolitique, social, environnemental, économique. Et le dernier, j'ai oublié, trou de mémoire, il y en a 5. Et en fait, dedans, nous, on a créé 25 méga-tendances qu'on injecte au comité de direction en disant regardez ce qui se passe et regardez ce qui se passe et comment ça peut vous affecter dans le futur et comment ça challenge votre modèle d'affaires. Donc, c'est vraiment de la prospective. Donc, on fait ça dans la matérialité financière, hein, bien évidemment, mais là, vous allez pousser un peu plus loin. Et dans cette partie, donc pour tous ceux parmi vous qui avaient encore votre deuxième rapport de durabilité, par exemple, profitez d'être en année 2 pour dire maintenant on va rentrer dans les data points et tout. Et dans les data points, il y a le plan d'adaptation. Et dans le plan d'adaptation, vous avez toute l'analyse de résilience. Voilà. Et surtout, de grâce, ne le cantonnez pas à E1, faites-le sur tous les ESRS. Donc regardez l'intégralité de ce qui peut toucher votre modèle d'affaires. C'est là où vous allez pouvoir de nouveau reprendre de la hauteur, pas vous laisser enfermer et idéalement faire réfléchir votre codir avec vous. Et c'est en faisant ça, pour moi, une des clés, c'est tant que c'est la RSE qui, dans son coin, fait son truc et qui est après validé par les auditeurs, il ne va rien se passer. Parce que c'est un truc réglementaire chiant. Par contre, si c'est genre, regarde, il y a ce sujet-là, c'est canon, ça questionne ton modèle d'affaires, et ça va nous permettre de trouver des opportunités et de nous prémunir et de nous adapter, parce que, soyons clairs, malheureusement, on va dans le mur. Comment on fait? Et donc là, vous chopez votre codir et vous faites des séminaires, vous faites plein de trucs, et vous les faites réfléchir dessus. Donc nous, on l'a fait récemment pour 4 ETI, donc des boîtes qui font entre 500 et 1 milliard, mais ça se fait avec n'importe quelle taille, hein, franchement. Pour l'une d'elles, c'est une grosse entreprise de cosmétiques qui fait un peu plus d'1 milliard. On a fait un séminaire ouvert de 3 jours. Alors, tout le monde n'arrive pas à prendre son codir pour 3 jours, hein, mais c'était génial. C'était fin août, 3 jours ouverts, pas d'accès Internet. On a campé et on était tout en low-tech avec des paperboards, des post-it et tout. Réflexion sur des méga-tendances et donc comment ça impacte ton modèle d'affaires, c'est quoi les opportunités, et après on a travaillé sur les opportunités et on a abouti sur un plan d'action. Donc en fait, on projette loin pour décadrer. C'est hyper important de faire ce type de projection et de décadrer les codires parce qu'en fait, un codir, par définition, n'a pas le temps et est noyé dans l'opérationnel. C'est une question de priorisation. Donc je vais vous prendre un exemple d'une méga tendance qui est une méga tendance tarte à la crème, hein, vieillissement de la population. Tout le monde va dire ah oui, bah oui. Ouais, ok. Donc ce qui est important après, c'est de le ramener sur des signaux faibles qui font toucher du doigt ce que ça veut dire vraiment que le vieillissement de la population. Donc le chiffre, c'est 2050, il y aura en France plus du tiers de la population qui sera âgée de plus de 60 ans, versus 1/5 aujourd'hui. Donc on passe de 20% à plus de 33-35%. Super, mais c'est un peu abstrait si vous me dites ça. Enfin, c'est beaucoup, quoi. C'est un peu abstrait. Mais donc, après, concrètement, ça veut dire quoi? Tu es en retail, tu regardes le Japon. Aujourd'hui, la vitesse des escalators que vous trouvez dans les shopping malls a été réduite de 20%. Dans les rayons, il y a des loupes pour aider les personnes âgées à mieux lire les prix ou les informations qui sont dessus. Voilà. Là, on montre du concret, du signal faible, mais qui existe, qui est déjà présent dans un des pays les plus âgés, enfin, dont la population est la plus âgée. En fait, c'est ce qui va arriver. Vous êtes dans la beauté, il y aura des problématiques d'eau. Allez regarder les pays qui sont déjà affectés par l'eau. L'Afrique du Sud est fortement impactée. Donc moi, j'étais directeur marketing sur cette zone. On regardait comment ça nous impactait. Bon, les habitudes de beauté, quand il n'y a plus d'eau, changent. Les femmes se coupent les cheveux, n'utilisent plus de make-up. Quand vous avez un gros business make-up et qu'il n'y a plus de make-up, vous êtes un peu dans la mouise. Donc, comment vous faites? Voilà. Donc voilà, on rend concret un peu toutes ces problématiques-là et on les fait réfléchir. Donc ça, c'était pour cette ETI-là, on a fait 3 jours. Une autre dans le luxe, on a réfléchi à des pivots de modèles d'affaires. Est-ce que, du coup, si je suis dans le luxe, que je dois avoir des ressources naturelles, est-ce que je dois pivoter? Est-ce que, par exemple, je dois faire comme Clarins,
qui aujourd'hui sécurise la ressource. C'est avec Clarins, on a sa deuxième ou troisième ferme achetée, dans lequel, et avec un objectif avoué, hein, c'est sur leur site internet, il n'y a pas de secret, 30% des plantes qui sont utilisées dans les crèmes et autres produits Clarins à horizon 2030 viendront de leur propre ferme. Je vais sécuriser la ressource. Est-ce que je fais ça? C'est quand même un pivot de modèle d'affaires. Enfin, je verticalise mon modèle, en tout cas. Donc ça, c'est des réflexions qu'il faut avoir. Il y a un autre dans le retail où on fait le même type de séminaire sur c'est quoi les métiers, l'évolution des métiers du retail dans 10 ans, entre l'IA et compagnie. Et puis le dernier, c'est mon entreprise chouchou. C'est une entreprise de peinture qui fait 450 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près. Et là, on a fait un séminaire de sensibilisation Codir. Donc pendant 6 heures, je leur ai fait un peu le U que vous retrouvez lors de la CEC. Donc théorie du donut, etc., etc. Mais donc on ne s'est pas arrêté là. Après, on a fait projection à horizon 2050 avec 4 scénarios. Les 4 scénarios, c'est pas les scénarios de l'ADEME, parce que les scénarios de l'ADEME, c'est on va y arriver par des moyens différents. Nous, c'est on va pas y arriver, sauf un. Mais à quel prix? Et donc, on a fait des scénarios qui partent dans tous les sens. On les a scénarisés. On a demandé à l'ex-rédac chef de Ouzbek Erika de nous écrire des short stories pour plonger le Codir dans ces univers un peu dystopiques. Et on les envoie quelques jours avant le séminaire. Et donc, du coup, les gens se plongent dedans. Et après, on les a fait réfléchir, qu'est-ce qui va vous arriver à ce moment-là? C'est quoi? Donc, c'est de la peinture d'intérieur. Donc, c'est quoi l'habitat de demain en 2050? Et donc, on pose des questions de est-ce que vous arrivez toujours à produire? Est-ce que vous arrivez à distribuer? Ça impacte comment votre organisation? Vos clients, ils sont comment? Etc. Donc, vous projetez ça dans les 4 scénarios. Ça nous a permis d'écrire une feuille de route où on voulait être et pourquoi c'est mon truc chouchou, c'est parce qu'on a dit, ouais, en fait, c'est la feuille de route de la boîte tout court. C'est pas la feuille de route RSE. C'est là où on doit être, comment on doit être. Donc, du coup, on a fusionné complètement la feuille de route business avec la feuille de route RSE. Donc, c'est pour ça que ça, c'est l'idéal. Dedans, vous allez retrouver des trucs aussi simples qu'on veut s'internationaliser ou des trucs comme ça. Donc, ça, c'est du business, pur business. Mais à côté de ça, il y a comment on sécurise la ressource, etc. Mais c'est une seule feuille de route. Mais du coup, on s'est retrouvé avec trop de projets. Donc, il y avait 120 projets. Et donc là, ce qu'on est en train de faire, on a pris les 120 projets, on est en train de les charter et on est en train de les scorer. Et le but du jeu, c'est qu'on les score, et donc on priorise et on phase sur les 5 prochaines années pour avoir une feuille de route globale dans laquelle on ne se pose pas la question de est-ce que mes fameux achats responsables, c'est je le fais ou je ne le fais pas. En fait, non, c'est une feuille de route globale dans laquelle vous avez certainement un truc de sécurisation de la matière première. Et donc, si vous arrivez à faire ça, ça c'est le Graal. J'ai réussi à le faire qu'une fois. En 7 ans d'accompagnement, j'ai réussi à le faire qu'une fois. Donc, mais je vous engage à faire ça. J'adorerais qu'on fasse ça plus souvent. Donc ça, c'est vraiment, on a fait converger les enjeux environnementaux des enjeux sociétaux. Et là, on a gagné, quoi. Enfin, on a gagné. On n'a pas gagné, mais ça fonctionne mieux, quoi. Aussi, quand même, c'est déjà pas mal. Quand on a réussi à faire en sorte que les clés de notre stratégie RSE deviennent la stratégie d'entreprise et sont en tout cas inscrites dans la stratégie d'entreprise, et finalement, ça s'appelle plus stratégie RSE ou guidelines RSE ou étoiles RSE, mais plutôt quelque part les enjeux stratégiques qui sont là pour nourrir globalement le chemin de la boîte et le PNL de la boîte, et que du coup, tout ça est bien intégré. On a déjà beaucoup gagné, ça veut dire que ça a été préempté et pris en main en tout cas par un Codir et un Comex, et que c'est complètement intégré au global. C'est pas à côté. Pour aller jusqu'au bout, du coup, dans la restitution, souvent on écrit notre feuille de route RSE, donc c'est pilier 1, pilier 2, pilier 3. Donc vous avez écrit votre raison d'être, vous avez des piliers qui sous-tendent votre raison d'être, etc. Donc tout ça, il ne faut pas y toucher, c'est pas ça le sujet, mais en tout cas, dans cette convergence, nous on aime bien ce petit graphe, et derrière l'expression de ça, donc ça c'est pour un de nos clients, bon, vous verrez qu'ils sont dans l'agriculture, mais nous on aime bien montrer ça, donc il n'est pas parfait ce graphe, mais ce que nous aime bien nous là-dedans, c'est de dire, regardez, notre feuille de route RSE, donc ce qui est au milieu, elle est à la rencontre des enjeux et des problématiques business à gauche.
et des engagements sociétaux à droite. Tiens, j'aurais dû laisser la première colonne, enfin le premier truc. Donc c'est un truc client, donc je ne peux pas vous montrer, mais je m'engage aux côtés des éleveurs français. Évidemment, il y a un vrai sujet de sécurisation de la ressource. Donc ça, c'est la partie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est moi business. Si demain, je veux continuer à vendre de la viande, il faut que j'en ai, tout simplement. Mais à côté de ça, l'engagement sociétal, ici, en fait, c'est la disparition programmée des éleveurs. Parce que vous savez tous que les éleveurs, d'ici 2050, il n'y en a quasiment plus parce que tout le monde part à la retraite et que les conditions de travail des éleveurs sont extrêmement difficiles pour gagner peanuts. Et donc, la problématique sociétale auquel on va essayer de répondre, c'est ça, c'est la baisse du cheptel et le fait qu'il n'y ait pas un renouvellement des générations au niveau des agriculteurs. Donc en fait, et quand vous montrez ce type de graphe, donc après à vous de vous l'approprier et tout, mais ça permet de rassurer à la fois la direction, les administrateurs, le fonds d'investissement, etc., bref, les actionnaires, que votre feuille de route RSE, elle n'est pas hors sol. Je trouve que c'est ça qui est important. Donc chacun le fait à sa manière. Nous, c'est un peu notre ce graphe, on l'aime bien. Et voilà. Okay. Et dans tout ça, parce que tout ça, c'est ce qui nous amène pour arriver à embarquer notre CODIR, notre COMEX, pour arriver à mener toutes ces discussions qui soient à la fois des discussions d'enjeux sociaux, sociétaux et à la fois des discussions sur les enjeux business et à bien les rallier, il nous faut quand même un peu d'énergie, un peu de souffle, il ne faut pas se faire bouffer régulièrement et il faut avoir toujours cette envie d'avancer. C'est quoi quelques clés, tes ressources, ou quand tu sens que t'en peux plus, t'es essoufflé, tu t'es pris trop de claques de retour en arrière? Alors, c'est une posture qui est différente que le directeur RSE, qui est tout le temps face aux mêmes personnes. Mais comment on se ressource? Et c'est quoi, toi, tes petites clés, tes petits tips, tes petites... Vas-y, de pardon. la même façon que je suis un peu, j'étais la caricature du bobo parisien qui s'est mis sur le tard, là, je vais pas être très original. Mais je partage avec vous que ces derniers mois ont été extrêmement difficiles, je pense, pour nous tous, et nous aussi. Nous, on a un motto chez Hatch, et je dis toujours à mes clients, à mon équipe, votre job, quand vous êtes en rendez-vous avec nos clients, c'est comme une batterie d'iPhone, ils sont dans le rouge, vous devez les remettre dans le vert. Donc énormément d'empathie, donc ça c'est notre job à nous, ça nous demande beaucoup d'énergie. Donc nous, comment on récupère, on se recharge nous. Il y a deux trucs. Un, nous, c'est notre collectif. Moi, j'ai investi beaucoup sur le collectif. Donc j'ai une équipe de jeunes engagés qui est formidable, c'est juste dingue. Donc nous, entre nous, on une super ambiance et ça fait du bien. Donc ça, c'est un peu tarte à la crème. Voilà. Le reste est tout autant tarte à la crème. Hein. Le deuxième, c'est en fait, quand ça marche et que nos clients réussissent, nous, juste, ça nous met la banane de fou. Donc ça, c'est vraiment un gros truc. Et moi, perso, alors moi, je fais pas mal du coup, j'essaie de faire du sport. Je fais un peu de surf. C'est pour ça que j'habite Bordeaux. Je suis parti à Bordeaux. Je fais du surf. Moi, le truc, Mathieu, il en parlait. Vous savez, il faisait ces nuages de mots, là, où c'était tout un gribouillis comme ça, puis à un moment, il va retrouver de la clarté. En fait, quand je suis sur mon surf, un peu comme Brice de Nice, j'attends la vague. Je suis derrière la barre et que j'attends la vague. En fait, ça me fait du bien, je pense à rien, juste à regarder quand la vague va venir et comment je suis positionné, etc. En fait, donc ça, bref, le sport, finalement, ça me fait beaucoup de bien. Et le lien avec ça, c'est évidemment, encore une fois, énorme tarte à la crème, ma famille et mes enfants. J'ai ma fille qui a 11 ans et l'autre jour, on était tous les deux derrière la VAR et c'était la première fois pour elle. Et juste, je l'ai regardée, je me suis dit, OK, donc là, dans tous les moments de doute, juste on va remettre l'église au centre du village, c'est pour elle et pour eux, mes deux enfants que je le fais, c'est pour eux. Et juste de la voir en train de ramer avec moi là, voilà, tout était là, tout était dit et voilà, j'ai fait, voilà. Donc là, ça m'a remis dans le vert en fait en la voyant ça. Donc c'était un instant très perso, peut-être un peu ridicule, mais moi, ça m'a fait beaucoup de bien de voir ça. Et après, j'ai la chance d'être dans la nature. Moi, j'ai une maison où je donne sur une zone Natura 2000 et tout. Et donc, dès que je rentre de Paris, du métro parisien, j'ouvre la fenêtre, je respire, je vois les chouettes, j'entends les chouettes qui ululent, les grues qui passent au-dessus de notre tête. On aime bien savoir à quelle date, si elles sont passées en avance, après. Je lutte contre les chenilles processionnaires, mais ça me fait bien marrer. Et je suis dans mon potager tel Candide, et je cultive mon jardin. Et le dernier truc que je fais beaucoup de walking meeting quand je promène mon chien dans la forêt avec mon équipe. Souvent, de temps en temps, je galère un peu parce que sur l'iPhone, voir les slides qui me montrent, c'est un peu galère.
Mais du coup, je me balade en train d'embrasser les arbres et autres, donc c'est pas vrai. Mais ça me fait beaucoup de bien. Et Moi, pourtant, les arbres ont beaucoup d'énergie. Ouais, le seul conseil que je vous donne, que je me permettrais de vous donner, chacun a ses clés, hein, donc c'est hyper perso. Mais par contre, il y a un vrai truc, c'est que nous tous, enfin n'importe quel cadre, on est des athlètes du cerveau. Et la différence entre vous, moi et Alcaraz, Federer, Nadal, Sinner, enfin vous prenez n'importe quel athlète, ben eux, ils programment dans leur job des temps de récupération. Et en fait, nous, on oublie de faire ça. Nous, on le met sur notre temps perso. Mmh. Et ça, c'est pas bien. Il faudrait enfin, voilà. Donc c'est ça, c'est dans nos jobs, il faut qu'on s'inscrive, ça fait partie de notre hygiène. Comment est-ce qu'on s'aère l'esprit? Comment on nourrit notre esprit? Voilà, donc ce genre donc là, je vous ai un peu mis les lettres dedans, mais en tout cas des conférences, des gens qui inspirent et tout, c'est génial, ça fait partie du job. Mais vous voyez, c'est sur votre temps de pause entre midi et 2. Mais ça devrait pas quelque part, et en fait, c'est hyper nécessaire parce que, voilà, et si on veut avoir une bonne santé mentale et être tout autant performant, on est vraiment des athlètes du cerveau, il faut que notre muscle, il se repose, qu'il se remette, et ça doit être programmé sur notre temps de travail. Ça fait partie du job. Donc comment on fait ça? J'ai pas Chacun va essayer de trouver le truc, mais et j'ai pas forcément réussi à trouver moi-même, mais c'est le conseil que j'aimerais qu'on se donne tous. Et est-ce que c'est quelque chose que tu as sanctuarisé, toi qui es patron maintenant, que tu as Ouais. sanctuarisé dans tes équipes? Comment ça se matérialise concrètement? Ouais, alors nous, on a créé, donc déjà, moi, mon plan de formation annuel, il est assez dense. En fait, on a un truc qu'on a appelé des Hatch Day, donc qui sont des réunions genre tous les mois et demi quasiment, où, l'idée, c'est qu'on se retrouve parce qu'en fait, en tant que consultant, on est disséminés sur plein de missions et on est rarement ensemble, au final. Donc on se retrouve au bureau, mais après on n'est jamais sur notre poste de travail parce qu'on est en visio avec telle et telle personne. Donc, là, c'est un temps où on se retrouve, il y en a plus que de normal. Je pense par rapport à plein d'autres entreprises, et c'est un fait exprès. Et dans ces moments-là, on fait systématiquement venir des gens qui nous inspirent, justement pour nous donner la banane. Moi, un truc, c'est que j'ai arrêté de lire tous les trucs qui disent que tout va mal, parce que de toute façon, tout va mal. Donc, je suis plutôt à la recherche de solutions. Donc, moi, j'essaie de faire venir des gens qui ont des solutions, qui proposent des solutions, où on voit une petite étincelle, quoi. Et donc ça fait du bien à l'équipe, ça me fait du bien. On apprend plein de choses et en fait, voilà, c'est comme ça, je dis toujours à mes équipes, on est là pour, offrir du jus de cerveau à nos clients, donc il faut qu'on soit en avance de phase, qu'on sache mieux, qu'on soit au courant, qu'on soit bien. Donc, comment on se nourrit? J'ai, une équipe qui est, hyper réceptive là-dessus, hein. Donc ça peut aller de, une journée entière sur l'IA pour comprendre à, faire venir, le responsable du MICA responsable, enfin de la de de l'association, qui s'occupe du MICA responsable pour comprendre les chaînes de valeur et voir comment on peut influencer là-dessus. Enfin, ça peut être plein de trucs. C'est la patronne de Yuka qui est venue, voilà, donc voilà, c'est ce qui inspire. Donc vous avez eu la chance d'avoir Mathieu et Lucie. Voilà, donc c'est ce genre de moments qui peuvent également aider. C'est juste qu'il faut en avoir beaucoup, je pense, encore plus maintenant, et c'est une hygiène, je pense, à avoir, qui est importante. Nous, on essaye, mais on n'y arrive pas toujours. Bon, merci déjà du coup quand même pour tous ces témoignages et ces clés parce que dans ce qu'on en retient finalement il y a et je vois quelques questions donc je vous inquiétez pas on va venir à vos questions sans aucun problème mais on voit qu'il y a un sujet vraiment de lié RSE, business, PNL, finance, trajectoire et aussi de savoir faire toujours un peu rêver et s'aérer donc on retrouve toujours ces sujets de pouvoir de temps en temps s'autoriser à sortir du cadre mais surtout à pouvoir mieux embarquer. Là, ce qui était intéressant, je trouve, c'est de pouvoir mieux embarquer en parlant business, en parlant finance. Et moi, c'est des points qu'on a souvent échangé avec Mine ces derniers temps en se disant il faut arriver à être le plus financier que la finance presque parce que c'est ça qui drive l'entreprise. Et donc, s'il faut changer le moteur, et bien, il faut être capable de parler des vis, des boulons et de l'huile du moteur, parce que sinon, Exactement. si on parle que des pâquerettes et des oiseaux, et bien, on est à côté de la plaque et ils ne comprennent pas parce qu'ils sont nés dedans. Donc, c'est un peu le sujet de fond qui va bien le driver. Par rapport à ça, il y avait une question déjà de Caroline. Tu te demandais combien de temps passé avec cette entreprise. On parlait de ton cas peinture tout à l'heure, ton Ouais, ouais. dernier cas, ton petit chouchou, pour sortir de 120 projets. Est-ce qu'il t'a fallu un séminaire de 6 Ah heures, non, non, plus, c'était moins? Comment tout ça s'est totalement. fait?
Il y a eu un séminaire de 6 heures juste pour mettre à niveau le comité de direction, entre guillemets. On a ensuite fait, eux en parallèle, ils ont fait la CSRD par ailleurs avec un Big Four, donc on ne s'est pas occupé de ce sujet-là. Et après, on est repassé pour faire la strat et on a fait un autre séminaire d'une journée entière. Donc ça, c'était genre 6 mois après. On a fait un séminaire d'une journée entière où on a dessiné la stratégie ensemble avec tout le codir. Après, il y a eu pas mal d'allers-retours, de retravail, etc., de fine-tuning. Et on a refait la semaine dernière. Donc après, c'est encore une autre journée où on a finalisé ça. On a fait le listing. Donc ça, c'est un travail qui se fait en back-office. On se pose avec l'ensemble de tous les membres du comité de direction. On liste l'intégralité des projets. Donc c'est assez ardu hein, comme boulot. On les liste et on les remet dans les bonnes cases de la strat qu'on vient de réécrire. Ça permet de dire est-ce que ça sert la strat déjà ou pas. Et de temps en temps, il y a juste du catch-up, juste on est en retard sur notre logiciel de gestion des entrepôts, et donc bah, voilà, il faut se mettre à niveau, et donc voilà. Et donc vous avez listé l'intégralité des projets, et là on est en train de les scorer. Donc on a une grille de scoring, et puis on va prioriser, parce qu'on ne peut pas tout faire, et une entreprise ne peut pas prendre 120 projets en frontal, c'est ridicule, quoi. Donc il faut phaser, et par contre, ce n'est pas nous qui faisons, il y a un scoring, et dans ce qui va être tout en haut, on va leur demander de phaser. Et donc ça va faire une feuille de route sur 3-4 ans. Donc je pense que c'est un boulot de 6 mois de faire tout ça. Ah, il y a Magali qui doit nous quitter. Est-ce qu'il y a des questions dans l'ensemble de notre auditoire? N'hésitez pas, c'est toujours la première qui est la plus difficile à poser. Moi, je vais poser la première, enfin la deuxième, alors, pendant attendant que les questions arrivent, parce que j'en ai plein depuis tout à l'heure et je me retiens. C'est l'ancienne journaliste qui parle. Moi, j'avais une première question qui était très fact. Déjà, merci beaucoup, Mine, c'est génial. Moi, ça me parle beaucoup parce qu'en plus, je viens d'un groupe où toute la question du business, de la rentabilité est centrale. Et en effet, le fait d'arriver à établir ce langage commun, de se mettre à la place de la personne qu'on doit convaincre pour justement, un peu tel un cheval de Troie ou un virus, se mettre dans son cerveau, essayer de le hacker pour lui donner envie de venir avec nous, c'est hyper puissant. Et là, moi, du coup, ce qui m'intéressait, c'est de voir la partie, parce que toi, tu as quand même un poste d'observation très intéressant. Vous accompagnez beaucoup de boîtes de tailles différentes et dans des secteurs différents. Donc, tu es quand même au contact assez régulier de ces directions. En termes d'organisation, on disait à quel point c'est important que nos postes direction RSE rentrent dans la gouvernance stratégique, au CODIR et idéalement au COMEX. Est-ce que tu as le sentiment que c'est des choses qui se sont produites, qui en tout cas qui se sont démocratisées ces derniers temps, c'est-à-dire que vraiment on voit cet effet de bascule de ce sujet de la RSE rentrer dans ces organes de gouvernance stratégique, ou au contraire, est-ce que on est un peu revenu en arrière avec tout le backlash qu'on entend là? Et ensuite, est-ce que tu as observé, toi, des modes de fonctionnement, des modes organisationnels qui sont, quand bien même tu n'es pas dans ces fonctions, où tu n'as pas réussi à rentrer dans le cockpit pour être efficient pour autant sans t'épuiser? Parce que moi, je parle d'un point de vue très personnel, d'une expérience que j'ai vécue où effectivement, on m'avait un peu fait... voilà, j'étais pas directement là-haut, mais du coup, on avait créé un truc pour essayer de faire en sorte que le sujet soit partout et en même temps pas trop... Et en même temps, voilà, on voyait à quel point c'était complexe. Tu disais qu'on a une vision très 360 des sujets quand on est direction RSE. Encore faut-il qu'on ait quelqu'un au-dessus de nous, soit qu'on soit dans ces organes qui sont décisionnaires, soit qu'on ait quelqu'un au-dessus de nous qui nous délivre l'info un peu en temps réel pour pouvoir être justement dans cette phase d'alignement avec les personnes qu'on doit convaincre. Voilà. Bref, cette question est très longue, mais est-ce que tu as identifié 2-3 use cases particulièrement pertinents, quand bien même on n'a pas réussi à rentrer dans le cockpit? Ouais. Alors, souvent, là où est positionnée la RSE, et si elle évolue, c'est quand on a réussi à faire prendre conscience au comité de direction que ce sujet est un sujet CODIR et pas à la com. J'ai énormément de respect pour les gens qui sont à la com, bien sûr. Oui, non, mais c'est tout le sujet. Ayant été un homme de communication, beaucoup de marketing et de communication, mais en fait, si une entreprise arrive en disant c'est un sujet de com, non, vous n'avez pas compris. En fait, oui, il va falloir communiquer dessus et c'est hyper important la com, bien évidemment, mais c'est d'abord un sujet de transformation et de modèle d'affaires. De business et de finance, ouais, on revient. Complètement, ouais, complètement. Donc, mais donc du coup, là où ça marche, c'est forcément quand
les personnes en lien avec la RSE sont membres du COMEX, CODIR, enfin, ou que quelqu'un est rattaché directement à quelqu'un qui est membre du COMEX, CODIR, et qui est lui-même engagé et pas qu'il l'a pris en reculant, quoi. Après, l'autre petit, enfin, je ne sais pas si c'est un secret ou si... c'est dans l'instauration de la gouvernance, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas ce lien, ce dont tu parlais là à l'instant, ce fait d'être dans le cockpit, il faut pousser pour avoir donc moi, alors on l'appelle comme on veut, mais un comité RSE stratégique, un machin, etc., qui sont finalement, ça peut être que le CODIR ou le COMEX, peu importe. Au début, pour pas les emmerder, 2 fois par an, c'est quand même pas grand-chose, mais on dit on va parler que de ça, juste 2 fois par an. Et si vous réussissez votre coup, le 2 fois devient 3, qui devient 4 et qui devient après tout le temps parce que sujet CODIR. Donc je rentre par la petite porte, je leur dis: «Je vais pas vous emmerder, mais il y a quand même 2-3 sujets». Donc voilà. Et donc là, l'idée, c'est de dire: «Je veux pas être le 8e sujet à l'ordre du jour du CODIR mensuel», parce que de toute façon, il passe à la trappe tout le temps. Donc, comme j'en ai marre de passer à la trappe, je vous demande juste, on se prend un temps, 2 fois par an, pour en parler. Et là, c'est votre cheval de Troie. Vous leur montrez dans ces moments-là que c'est super business. Et puis petit à petit, vous allez pouvoir faire avec nous. Enfin, moi, on l'a joué comme ça quand on n'avait pas réussi à craquer le truc dès le début. Et après, c'était quoi la deuxième partie de ta question? C'était plutôt la première, c'est ce que là, c'est très empirique de gens que tu accompagnes. Est-ce que tu as le sentiment qu'on est plutôt en train d'aller dans le bon sens ou est-ce que tu as observé un retour en arrière en termes de rentrer dans le fameux cockpit? Non, je trouve pas qu'on soit rentré, qu'on soit allé en arrière. Je pense que la CSRD, pour le coup, a eu son rôle de tiens, tout d'un coup, 55 000 entreprises européennes sont concernées. Donc, ça a fait questionner et ça a mis le sujet sur le haut de la pile pour beaucoup, beaucoup plus de comités de direction. Donc, ça a été vertueux. Ouais, ça a été vertueux là-dessus. Est-ce qu'ils l'ont forcément remis dans le cockpit derrière? Non, on voit que là, avec Omnibus, il y a quand même eu des dépriorisations qui ont été faites. Ce qu'on a réussi à faire, nous, avec tous nos clients, c'est que tous ceux avec qui on avait fait la double mat, on leur a dit, c'est pas grave, on va attendre les textes quand ils seront publiés, quand ça aura bougé, mais en attendant, on va faire en fait le plus intéressant. On va partir de votre double mat, on va soit revoir, soit construire votre feuille de route RSE à l'aune de la double mat, en fait. Et on va rentrer dans, du coup, et le faire de telle sorte que on embarque le COMEX, le CODIR. Sachant que nous, dans tous nos accompagnements, on a toujours cette phase, comme je disais, d'entretien avec le COMEX CODIR. Donc nous, ça fait partie de la méthode de les embarquer. Donc là, on leur dit juste, vous savez quoi, génial. La partie chiante du reporting, c'est dans 3 ans, enfin 2 ans, 3 ans. Maintenant, on va faire ce qui compte, ce qui vous transforme, qui vous touche, et on va parler business. Et je pense que de ce point de vue-là, pareil, d'expérience, ce que tu évoquais tout à l'heure sur la question de la double matérialité et de l'approche risque-opportunité, elle est absolument fondamentale. Et c'est même le point de départ pour moi. S'il y a un truc à faire au début, quand il n'y a pas d'équipe risque, qui est le cas dans la grande majorité des entreprises françaises, c'est effectivement de commencer par là. Donc, s'il y a je parle sous votre contrôle, mais s'il y a une micro-partie du budget, si ça doit même être une grande partie du budget, à mon avis, elle est bien investie, quoi. Parce que ça, c'est un argument qui est absolument majeur. Ouais. Mon entreprise de peinture, en fait, ils ont pris conscience de ça en se disant merde, on est en Nouvelle-Aquitaine, on a eu la sécheresse. Dans un pot de peinture, vous avez 25% d'eau. Donc, à partir du moment où il y a des arbitrages au niveau de la préfecture sur c'est tous les conflits d'usage liés à l'eau, est-ce que si je ne peux plus produire l'été, qu'est-ce que je fais? Ça impacte sur le stock, ça impacte tout. Parce que quand je lave mes cuves, je suis en circuit fermé, etc., etc., etc. Donc, voilà. Donc, du coup, ça a posé ce premier élément-là et ça a été la porte d'entrée pour ensuite que les 2 dirigeants aillent voir son CODIR en leur disant, les gars, les oiseaux cuits, machin, etc., je vous demande pas votre sentiment personnel, mais juste la pérennité de l'entreprise, elle est en danger. Comme c'est une ETI familiale, ils se sont dit, nous, on a envie de léguer une entreprise encore debout dans X années, quoi. Ouais, ça marche dans le cas des entreprises familiales, mais malheureusement, c'est plus compliqué dans les entreprises cotées, quoi. Et du coup, ça nous amène à la question qu'on vient de voir de Frédéric. Comment convaincre son CODIR COMEX de se projeter sur une stratégie avec un horizon aussi lointain que 2050 dans le business as usual, donc qui a effectivement l'approche risque, mais quand les gens sont là pour 1 an, 2 ans, 5 ans, c'est sûr que c'est compliqué. Donc,
Tes tips, Alors, Mine? nous, le 2050, faut pas le prendre au premier degré, dans le sens, on veut pas vraiment voir ce qui se passe en 2050. 2050, c'est une C'est trop excuse loin. Ouais. pour décadrer. Donc, Ouais, c'est ça. si on a un codir très terre à terre, on peut juste dire votre entreprise dans 10 ans, c'est un peu plus proche. Mais pour faire ça, et d'ailleurs, nous, souvent, on le vend comme ça, pour faire ça, on dit on va vous aider à décadrer. En fait, le fait de dire 2050, 2060, 2040 ou 2100, à la limite, peu importe. Ce qui est important, c'est d'aider le comité de direction qui a le nez dans le guidon à décadrer, à sortir, à lever et à être capable de se projeter. En fait, moi, j'ai fait du marketing, donc dans des fonctions marketing, c'est plus facile de se dire ah tiens, il pourrait se passer ça, d'imaginer des choses. Toutes les fonctions et tous les gens ne sont pas forcément capables d'avoir ce truc-là. Il faut aider les gens à décadrer. Et donc, du coup, le 2050, c'est pour ça. Par contre, l'atterrissage, il est pour aujourd'hui. Donc, nous, à chaque fois qu'on a fait des projections 2050, c'était plus pour dire regardez ce qui se passe. Donc, quel que soit le chemin, je n'ai pas de boule de cristal, et quel que soit le chemin qu'on emprunte, en fait, telle chose dans votre modèle d'affaires, il pète. Et donc, en fait, il ne faut pas attendre 2050, il ne faut même pas attendre 10 ans. Il faut commencer à le regarder aujourd'hui. Et donc, l'atterrissage de tout ça, c'est toujours sur un plan d'action à moins de 5 ans. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut mettre en place dès maintenant? Et l'exemple, moi, que j'aime bien, alors j'entends le fait que sur les directions, souvent, les DG, on est des locataires de nos marques ou de nos business. On passe 3 ans, 5 ans, puis on chope notre bonus et puis après on s'en va, quoi. Ou pas, hein, mais c'est souvent sur des horizons qui sont là-dedans. Je pense qu'une façon de les attraper, c'est derrière, il y a souvent des fonds d'invest, ou si je vois Arkea, donc des banques, enfin bref, des investisseurs. L'investisseur, lui, il veut ressortir plus beau qu'il n'est rentré. Donc, il veut avoir valorisé l'entreprise. Donc, dans les éléments de valorisation, quand vous avez fait votre analyse de risque et que vous êtes en train vous avez dérisqué votre modèle d'affaires, c'est des éléments, lorsque vous faites votre due deal, votre VDD, donc la vendor due diligence, qui est quand même qui est plutôt bienvenu dans la valorisation pour après, quoi. Donc, c'est comme ça qu'on peut rapprocher un horizon temporel qui est un peu moins court-termiste et avoir cette typologie de discours. Et moi, j'avoue que j'étais assez, moi, pour rebondir quand même sur ce que tu dis, effectivement, parce qu'on en a souvent parlé de ce 2050 ensemble avec Mine, et moi, je trouvais ça tellement loin, et donc, du coup, on nous regarde toujours en disant, allez, c'est gentil, tout ça, il y en a plein qui disent que c'est pas gentil. Mais en fait, le principe de dire que c'est pas, l'idée, c'est pas de savoir si c'est ce qu'on projette en 2050 va arriver ou pas arriver en 2050, mais de les sortir, de les décentrer pour qu'ils puissent enfin ouvrir leurs écoutilles, ouvrir leur capacité à passer par la fenêtre quand la porte est fermée. Ça, c'est déjà important parce qu'en fait, c'est ça notre sujet de fond, c'est qu'à chaque fois, ils reviennent sur le quotidien, sur le court terme, sur effectivement les 6 mois à 2 ans qui arrivent, et c'est là où on n'arrive jamais à avancer. Donc, il faut qu'ils cassent toutes ces barrières-là, qu'ils s'ouvrent un petit peu pour qu'on puisse ensuite essayer d'arriver à une feuille de route moyen et court terme petit à petit. Oui, carrément. Et là-dessus, je pose ça là aussi parce qu'on en a souvent parlé avec Hélène, c'est le levier conseil d'administration, le levier board, notamment avec cette approche risque, parce que on sait qu'aujourd'hui, ça devient une vraie responsabilité au niveau des CA qui sont censés avoir justement cette vision très long terme de l'entreprise et de garantir sa pérennité. Et donc, c'est à cet endroit-là qu'on peut aussi aller chercher parfois soit du soutien, soit même, j'allais dire, réclamer à se faire challenger pour que du coup, toute la partie COMEX, CODIR, se saisissent l'avantage du sujet si ce n'est pas encore le cas, quoi. Ça peut être un levier intéressant. Je vois que Yasmine, en tant que... Yasmine a une question. Oui, c'est vrai que c'est une petite suggestion, j'en fais rarement, mais le mot a été prononcé en tout début de séance, hein, c'est la question de l'assurance, en fait, des assureurs. Et aujourd'hui, si on n'arrive pas à faire passer le message par l'entrée RSE, puisqu'en fait, en réalité, ce qui ressort de ce qu'on se dit, c'est que le risque est au centre, en fait. Peut-être que ça vaut la peine de faire venir les assureurs pour dire au CODIR et au COMEX, mais les gars, nous, on va plus vous assurer, en fait, si vous tenez pas compte de ça et ça et ça. Et ça, c'est pas des questions RSE, c'est des questions de pérennité de business. Et peut-être que c'est un moyen, en fait, de les amener à réaliser que on n'est pas en train de parler des petits oiseaux et des pâquerettes, hein, même si effectivement on l'est quand même, hein, mais on est en train de parler de modèle d'affaires. Et je me demandais si autour de la table, quelqu'un avait
essayer d'embarquer en fait les assureurs pour convaincre les COMEX et les CODIR. Alors, Justement, est-ce que quelqu'un l'a fait? à Ouais, d'autres. et c'est intéressant, Yasmine, parce que moi, j'ai eu cet échange récent avec mon DAF, typiquement, en lui Mhm. demandant, mais est-ce que tu commences à regarder ta prime assurantielle? Parce que pour le coup, Voilà. il est très court-termiste et Et comme oui. beaucoup. Et en fait, dès qu'on, tous ces types-là, dès qu'on le remet un peu sur ce sujet-là, parce qu'on a eu des magasins sous l'eau l'année dernière, parce que, et donc, je lui demandais si dans le PNL, il avait regardé le coût de ces magasins sous l'eau. Je lui demandais si effectivement, il avait commencé à regarder, échanger avec les assureurs sur l'incapacité à assurer certains risques, dont les risques d'inondation et dont les risques de sécheresse et dont les risques de perte d'exploitation liés au fait que, effectivement, nos clients n'iront peut-être plus en magasin sur certaines périodes trop sèches, suite à l'analyse de nos risques climatiques, où il me disait oh là là, mais ils sortent d'où tous ces chiffres, comment vous les avez faits? Bah, écoute, vite à se rêver ensemble. Euh, ils existent, et notamment un des gros risques est la montée de la prime assurance ou l'inassurance de certaines activités. Ah, Carrément, ça c'est hyper important. Vous voyez que la prime CatNat, donc catastrophe naturelle, est intégrée dans les primes de risque, enfin les coûts de l'assurance, elle est passée de 12% à 20% au niveau national français. Voilà, Donc, c'est énorme. est-ce que c'était obligatoire pour pouvoir financer toutes les catastrophes qui ont eu lieu, qui auront eu lieu, et malheureusement il y en aura de plus en plus. Donc de toutes les façons, il va y avoir une inflation sur les coûts. Et puis au-delà de ça, effectivement, est-ce qu'on va pouvoir assurer? Il n'y a qu'à voir les oranges en Floride, les maisons en Californie, etc. Le sud de la France, pour certaines zones, c'est parti pour. Et donc, dans les modèles d'affaires, nous, en tout cas, les quelques discussions qu'on a pu avoir, c'est de se dire, je vous parlais tout à l'heure de la pépite, là, sur qu'il faut vraiment essayer de leverager, qui est sur la partie adaptation. En fait, quand vous faites de l'adaptation, vous passez du risque net au risque, enfin, du risque brut au risque net. Ouais. Et donc, vous baissez le risque net, et quand vous avez suffisamment baissé votre risque net, là, les assureurs vont pouvoir de nouveau vous allez pouvoir, ça c'est un levier de négociation pour dire ce risque net, là vous me l'assurez. Ça va vous prémunir du fait que justement ils ne voudront pas assurer vos assets dans le futur. Donc ça c'est hyper important. on a une question de Carole de Ouais. Montgolfier. Carole. Oui, c'était une remarque sur ce qui vient d'être dit. Moi, j'ai abordé le sujet, en effet, devant nos équipes financières, en leur disant, en effet, en France, il y a, je crois, plus de 1500 communes qui ne sont plus assurables. Donc, et sans parler des magasins qu'on peut avoir dans certaines zones des États-Unis, etc. Et là, je leur ai dit, en effet, les risques qu'il va y avoir, ce sera plus remboursé par les assurances. Donc il faut clairement analyser nos sites et voir ceux qui potentiellement ne sont pas pérennes. Mais carrément, carrément. Carrément. Donc, comme le disait Jasmine, c'est vraiment l'analyse des risques, c'est le truc qui fait un peu peur. Donc du coup, dès qu'on les a vus, tout de suite, ça fait réfléchir. Et donc c'est un très très bon cheval de Troie pour enclencher tout le reste. Et pour peu que vous ayez tout ce qu'on s'est dit, je ne vais pas le répéter, mais je trouve que ça aide, ça peut amener le sujet plus haut, faire prendre conscience d'eux. Et nous, si on est subtil et malin, on va faire passer la même chose que ce qu'on est en train de faire passer, mais on va l'appeler différemment et on va jouer et appuyer sur d'autres sorts. C'est un peu là-dessus que je voulais d'ailleurs rebondir et conclure, peut-être, Mine. C'est de se dire, effectivement, là, du coup, parfois, on peut avoir peur de se décentrer un peu de notre sujet, puisque finalement, on se met à parler business, CA, risque, coût, mais la fin de la fin, la finalité reste la même. Tout le sujet, c'est l'angle avec lequel on l'aborde et comment on embarque et comment on fait preuve d'empathie, parce que finalement, ceux qui ont les clés de toute l'histoire et ceux qui ont les clés de nos modèles d'affaires, ce sont nos dirigeants et ce sont nos DAF. Et donc, ça veut dire qu'à un moment, même si notre objectif, on sait tous pertinemment qu'il est d'assurer la pérennité des ressources, d'assurer le bon équilibre de la biodiversité et d'assurer nos ressources en eau et une vie soutenable à terme, tout ça, ça passera par la transformation de nos modèles. Donc, il faut être en mesure de parler et de s'adresser concrètement avec le bon langage aux personnes qui ont les clés de ces modèles-là, finalement. Exactement. En fait, on est des hackers. On hack l'organisation. Mais pour hacker, il faut que vous ayez les codes du système. Oui, vas-y, Hugues. On t'entend pas bien. Oui, vas-y, Hugues. On t'entend pas bien.
Juste, merci beaucoup, Mine, c'est très intéressant. Tous les exemples, etc., c'est vraiment très, très, très bien. J'ai juste un tout petit complément, parce qu'il y a plein de pistes pour avancer avec les boîtes. T'en as évoqué pas mal et on pourrait encore en discuter pendant 1 heure. Mais j'ai juste un petit truc qui a pas trop mal marché dans ma carrière, c'est du coaching individuel. Parce que c'est vrai qu'en codir, parfois, il y a une forme de théâtre où chacun fait semblant de savoir et n'a pas envie de se libérer complètement devant ses pairs. Et donc, l'avantage du coaching individuel, c'est que on se retrouve tous les deux, on noue une relation au fur et à mesure, je dirais pas comme un psy, mais en tout cas une relation qui forcément est intéressante. Et là, ça se lâche. Et on fait des pas de géant. Et comme on sait que il faut qu'on convainque le directeur marketing, le DRH, le DAF, etc., le DG, hein, de temps en temps, c'est une petite façon, une petite piste supplémentaire que je me permets de rajouter sur le fait de pouvoir faire avancer nos sujets. Et un rebond. Je m'entends. Non, juste en rebond, pareil, retour d'expérience. Il y a un fort écho. Horrible d'entendre sa voix. Je sais pas qui me. Bon, je vais arrêter de parler. Non, c'est bon. C'était chez toi, je crois. Bon. Non, juste en rebond, effectivement, le 101 fonctionne super bien et notamment en mode formation, pas forcément en mode coaching, enfin aussi peut-être en mode coaching, mais en mode formation, c'est-à-dire on va juste parler des enjeux centraux de ce qui est en train de se jouer avec 2-3 use cases. Et moi, je l'ai fait avec plusieurs personnes de notre COMEX. Et je m'entends encore, Hugues, donc je pense que c'est chez toi. Et en effet, le collectif ne fonctionnait pas et en individuel, ça marchait super bien parce que ça devenait du coup leur sujet, ça les prenait là et derrière, ça avançait tout seul, quoi. Donc ça, c'est super puissant en effet aussi. C'est clair. Pas hésiter à demander à la personne du board qui est en charge de ces sujets-là de se mettre ensemble d'ailleurs pour rendre ça possible. Et après, un dernier tip, c'est tout à l'heure, Capucine, tu disais comment est-ce que je fais pour savoir si je ne suis pas dans le cockpit, pour être au courant un peu de tout ce qui se passe. Et ben ça, c'est la force de l'humain, c'est-à-dire que nous, on multiplie les déjeuners, les petits-déj, les déj, un café, la machine à café. Généralement, plus des déj, en disant tiens, viens, raconte-moi ce qui se passe un peu, tac. Et donc, vous enchaînez les déj, mais c'est quand même un des meilleurs moyens de savoir ce qui se passe dans l'organisation. Si vous n'êtes pas complètement dans le cockpit. Ouais, après, ça peut être très coûteux. Enfin, j'allais dire, ça peut être très coûteux en énergie parce que quand on fait semblant. Enfin, du coup, il y a un côté où. Enfin, c'est hyper. Bref, c'est évidemment hyper important et majeur. Et moi, je le fais beaucoup. Mais c'est vrai que du coup, il y a un côté très chronophage parce qu'on fait que bosser tout le temps pour essayer d'aller choper les infos à droite à gauche qu'on n'a pas eu par les circuits traditionnels. Et ça peut être lourd au quotidien pour celles et ceux qui le font. Mais évidemment, bien sûr, hyper important. Je vois il est l'heure. Il est l'heure. Même si on n'a pas envie de se quitter quand même, hein, parce que c'est tellement enrichissant, il y a tellement de choses à se dire. Il y a peut-être un sujet spécial gouvernance, Yasmine, cadeau, à ouvrir, un espace de discussion spécial gouvernance au sein du C3D, à réfléchir. En tout cas, si parmi vous d'ailleurs qui êtes présents avez envie de creuser ce sujet-là et d'ouvrir un espace de réflexion, de discussion un peu plus récurrent dans le cadre du C3D, n'hésitez pas à nous soumettre, nous proposer l'idée et on sera ravis de l'instruire parce qu'effectivement, je pense que c'est un sujet clé, l'organisation et la gouvernance. C'est pour ça qu'on avait voulu en faire une rencontre dans le cadre de nos échanges plus larges autour du leadership. C'est qu'on voit bien à quel point c'est à cet endroit-là que les choses vont bouger et c'est important de soigner cette partie-là. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. On sera très content d'en discuter avec vous et de voir s'il y a des choses à imaginer pour la rentrée. Voilà. Tout le monde commence à déconnecter parce que les 14h vont arriver. On vous donne quand même rendez-vous avant de clôturer ce moment. Déjà, peut-être te dire un grand merci, Mine, pour et tout ce que tu fais et tout ce que tu portes et aussi ce partage
très, très riche et authentique. Merci à tous d'avoir été là. Merci Hélène pour cette magnifique animation. Merci Mine, surtout, franchement. Et nous, on vous donne rendez-vous donc dès la rentrée. On sera, alors c'est encore en cours de confirmation, mais a priori au Mouvement Impact France, aux universités d'été. Et je vous encourage tous à venir et toutes parce que c'est un moment d'énergie extraordinaire où vraiment on redémarre l'année, les vacances sont passées et on repart avec quelque chose de très positif. Ce sera donc le 29 août, le C3D est partenaire. Et à cette occasion, normalement, on pourra se retrouver dans le cadre de notre cycle masterclass donc autour du leadership avec un ou une leader inspirante qu'on est en train de programmer au moment où on se parle et on se retrouve donc à la rentrée, beau, frais, réénergisé et prêt pour de nouvelles aventures. En tout cas, ça va swinger, donc reposez-vous bien cet été, ça va être top. Alors bravo et merci, il y a eu beaucoup de merci Mine, il y a eu beaucoup d'éléments et surtout n'hésitez pas si vous avez des envies et des idées qui permettent de nourrir cette masterclass. Merci à tous, merci encore Mine et bonnes merci vacances Yasmine. À tous. Merci Yasmine. À vous. Merci pour l'invitation. Merci pour votre invitation. On est submergé par les merci, c'est formidable. Allez, retrouvez le replay. Donc le replay sera disponible sur la nouvelle playlist et vous aurez les liens dans la newsletter et sur le mur LinkedIn, sur le fil LinkedIn du C3D. Et partagez largement. Bon, on n'est plus que 9, absolument, donc merci Mine. Merci, à bientôt. belle interview. Merci à tous. Merci Christine pour ta co-animation.